Le dollar est en train de mourir, et personne ne veut que vous le sachiez. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération, c'est un compte à rebours silencieux qui a commencé le jour même où s'est ouverte le sommet des BRICS 2025 à Rio de Janeiro. Alors que des millions de personnes célébrèrent la nouvelle année sans se douter de rien, aux plus hautes sphères du pouvoir américain, la panique éclatait. Donald Trump fit irruption dans la salle de crise de la Maison-Blanche, les yeux injectés de colère et un document à la main, un rapport classifié, qui disait, en lettres noires et majuscules, l'impensable. Les BRICS sont sur le point de faire tomber le dollar. En quelques heures, Wall Street cessa de regarder les actions technologiques pour commencer à traquer les signes d'une fuite massive des capitaux. Les conseillers du Trésor, sans phare ni métaphore, parlèrent d'une érosion structurelle du système de Bretton Woods. L'élite financière, qui pendant des décennies domina le monde à travers un écran Bloomberg, ne contrôle plus le scénario. Car cette fois, l'ennemi n'est ni une bulle, ni une guerre, ni un virus. C'est une alliance, une rébellion financière qui rassemble 46% de la population mondiale et 35% du PIB global. Allons-y. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'hémisphère, à Rio de Janeiro, les ouvriers, qui finalisent les infrastructures pour le sommet BRICS 2025, installent des câbles en fibre optique sous des salons néoclassiques et accrochent des drapeaux fraîchement repassés sur des balcons qui donnent sur l'Atlantique. Le Brésil a promis que cette rencontre serait celle qui diviserait l'histoire en deux, le moment où le Sud global cesserait de mendier des réformes pour oser construire un nouvel ordre sur ses propres bases. Durant les mois précédant le sommet, les présidents d'Indonésie, du Nigeria, du Vietnam et de Malaisie confirment leur présence avec un message sans équivoque. Ils ne viennent pas en spectateurs, ils viennent pour s'inscrire dans le récit. À Jakarta, le président Subianto envoie une lettre à ses ministres où il avertit que l'adhésion pleine signifiera un accès immédiat à la nouvelle banque de développement. Et, ce qui est encore plus précieux, une place à la table où se rédige l'avenir des paiements numériques sans les États-Unis. À Abu Dhabi, le cheikh Mohammed bin Zayed ordonne à ses conseillers pétroliers d'étudier des contrats indexés sur des monnaies locales, convaincu que le dollar fort deviendra bientôt une arme à double tranchant. Janvier avance et les unes des journaux occidentaux mentionnent à peine l'enthousiasme grandissant dans le Sud global. Cependant, au sein de la Réserve fédérale, plusieurs gouverneurs admettent en privé que les 18,5% de pouvoir de vote des BRICS au Fonds monétaire international, comparé aux 19% de seulement 5 pays européens et aux 16,5% des États-Unis, sont devenus insoutenables. Le système de quote-part, qui paraissait autrefois un verrou incassable, s'est transformé en un rappel de l'inégalité structurelle. Février arrive avec ses premières fuites. Un projet du document final du sommet révèle l'intention de lancer BRICS-Pay, un réseau qui éviterait le système SWIFT et permettrait des transferts instantanés entre banques centrales sans passer par la supervision de Washington. Les correspondants des agences financières ne peuvent confirmer la véracité du texte, mais la simple mention fait trembler les écrans électroniques où se projettent les flux de capitaux. Les opérateurs savent que 88% des transactions mondiales en dollars dépendent d'une confiance absolue en ce système de messagerie. En mars, Trump franchit le seuil de l'impatience. Lors d'un rassemblement dans l'Ohio, il proclame qu'il imposera des droits de douane de 100% à tout produit venant d'un pays qui soutient la désdollarisation. Mais à la fin du discours, son équipe de campagne reçoit des données internes montrant un effet boomerang. Les électeurs des États agricoles craignent qu'une guerre commerciale multipolaire fasse grimper le prix des engrais et anéantisse les exportations de soja. Le stratège en chef lui suggère de modérer le message. Trump accepte à contre-cœur et réduit la menace à 10%, un geste que Wall Street interprète comme un signe de vulnérabilité. Avril arrive avec des fissures visibles au sein même du bloc BRICS. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères à Pretoria, l'Inde et le Brésil proposent de réformer le FMI et la Banque mondiale de l'intérieur, tandis que la Russie et la Chine récitent un plan de rupture complète. Aucun communiqué conjoint n'est publié. Les analystes occidentaux voient dans cette fracture la preuve que BRICS est un géant aux pieds nus d'argile. Pourtant, dans un coin en coulisses, le ministre brésilien chuchote à son homologue indien que la divergence est une tactique, pas une défaite, car elle oblige leurs partenaires à céder du terrain sur d'autres fronts, mais montre la première conséquence visible de la pression américaine. La Banque centrale du Vietnam, étouffée par les sanctions imposant un droit de 40% sur ses exportations, signe un protocole d'accord avec la nouvelle banque de développement. L'accord inclut une ligne de crédit en dong et en roupies, qui évite la conversion obligatoire en dollars.
Le lendemain, le Financial Times publie une analyse suggérant que cette mesure pourrait réduire de 3 points la demande mondiale d'obligations du Trésor à 10 ans. Le Trésor nie le risque, mais, en interne, un sous-secrétaire admet que chaque dixième de point d'intérêt supplémentaire augmentera le service de la dette publique de plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. Juin déclenche les alarmes dans l'usine de semi-conducteurs d'Intel à Penang. Un ingénieur malaisien reçoit l'ordre de rapatrier les équipements vers l'Arizona pour prévenir des contrôles douaniers inattendus chinois. Pourtant, la même nuit, un courrier du ministère malaisien du Commerce garantit que si Penang adhère au régime de crédits fiscaux des BRICS, la production maintiendra son rythme. Parmi les machines de lithographie ultraviolet extrême, s'installe le soupçon que le monde est passé de la mondialisation à la géolocalisation de la confiance. Le premier jour de juillet, la ville de Rio se réveille blindée. Des hélicoptères survolent la baie de Guanabara et près du Christ Rédempteur, des milliers de lumières LED projettent une carte animée de la planète avec les pays des BRICS clignotant en vert émeraude. À des milliers de kilomètres, à New York, un trader regarde la projection sur son téléphone et sent un nœud dans la gorge. 46% de la population humaine, 35% du PIB mondial, plus que le G7. Il pense à voix haute, s'ils imposent une nouvelle norme de réserve, nous cesserons d'être la banque. Le sommet s'ouvre à l'aube du 3 juillet avec un discours de Lula da Silva. Il ne cite pas les États-Unis, mais son message est clair, le monde n'a pas besoin d'empereurs. Il parle de multipolarité, d'équité dans les quotes-parts du FMI et de l'urgence de protéger la souveraineté monétaire des petits pays. Quelques minutes plus tard, la délégation indonésienne remet les papiers officiels d'adhésion, devenant le premier membre d'Asie du Sud-Est. Ce même jour, un document classifié circule parmi les dirigeants. La feuille de route confidentielle pour la désdollarisation. Elle propose 3 phases. Première, accroissement des échanges en monnaie locale jusqu'à atteindre 25% du commerce intérieur du bloc en 2 ans. Deuxième, usage expérimental de BRICS-Pay pour régler de grosses factures énergétiques en commençant par un accord Émirats Arabes Unis-Inde payable en roupies et dirhams. Troisième, création d'une unité de compte adossée à un panier de produits stratégiques, or lithium, cuivre et blé. La petite clause avertit que le plan est flexible, mais le calendrier est ferme. 2030 est la date limite pour avoir un système fonctionnel qui réduise l'intervention du dollar à une présence symbolique. Quand la presse internationale demande des détails, la porte-parole brésilienne évite de confirmer. Elle mentionne seulement qu'ils travaillent à moderniser les paiements. Pourtant, les investisseurs n'ont pas besoin d'en entendre plus. Le prix de l'or monte de 5% en une seule journée. Les opérateurs sentent la puanteur de l'incertitude. Le 4 juillet, alors qu'aux États-Unis les feux d'artifice peignent le ciel en rouge, blanc et bleu, Trump ouvre son réseau Truth Social et écrit que les BRICS sont la plus grande menace pour la classe moyenne américaine. Il menace d'interdire l'importation de pétrole brésilien et de doubler les tarifs sur l'acier chinois. Mais ces paroles arrivent usées. Les familles voient les prix s'envoler et blâment la guerre commerciale, pas une conspiration lointaine. À Rio, le comité de rédaction travaille toute la nuit. Le communiqué final condamne les sanctions unilatérales imposées sans mandat de l'ONU et déclare que de telles mesures sont incompatibles avec la Charte des droits de l'homme. En écoutant la traduction simultanée, la délégation russe affiche un sourire discret. C'est la première fois qu'un forum multilatéral de cette envergure s'exprime aussi clairement contre les sanctions occidentales. Le 5 juillet, une tempête éclate sur la baie, mais au centre des conférences, l'ambiance est électrique. L'Égypte, l'Éthiopie et l'Iran sont officiellement admis. Avec eux, les BRICS deviennent le bloc économique le plus grand en parité de pouvoir d'achat. Le ministre égyptien des Finances annonce que les contrats d'exportation de coton pourront être réglés en yuan, roupies et roubles. Les traders de matières premières, de l'autre côté de l'océan, ajustent leurs algorithmes. Ils devront ajouter de nouvelles colonnes pour des monnaies qui, jusqu'à hier, ne figuraient pas dans leur base de données. Juste avant la clôture, se produit la scène qui définit le sommet. Une journaliste demande au ministre des Affaires étrangères de l'Inde si le pays craint des représailles des États-Unis, en lui rappelant la menace d'un tarif douanier de 10%. Il répond calmement « Nous ne craignons pas, nous évaluons ». Puis il cite un chiffre, la dette publique américaine dépasse 35 000 milliards de dollars et chaque point de hausse sur ces obligations coûterait aux contribuables américains plus de 500 milliards en intérêts durant la prochaine décennie. Silence dans la salle de presse. La statistique tombe comme un projectile car ce n'est pas une prédiction, c'est une arithmétique implacable. À la dernière aube, les délégués signent la déclaration de Rio. Le texte exige une réforme de l'Organisation mondiale du commerce, défend la création de systèmes financiers alternatifs et proclame que le Sud global a le droit de déterminer son propre destin. À l'extérieur du bâtiment, les vendeurs ambulants célèbrent la pluie de devises apportées par le sommet, sans soupçonner que leurs billets fraîchement gagnés
pourrait, dans un futur proche, appartenir à un écosystème où le dollar ne serait plus la référence. Le 7 juillet, de retour à Washington, Trump convoque une conférence de presse. Il annonce la création d'un fonds de réserve d'urgence destiné à protéger le dollar contre l'agression des BRICS. Mais les journalistes posent des questions sur le rapport technique du bloc et sur l'entrée de 30 nouveaux pays sur la liste d'attente, dont la Malaisie, la Thaïlande, le Nigeria et l'Algérie. Pour chaque question, Trump répond par la même phrase « Il y aura des conséquences, mais évite les détails ». Cette ambiguïté, c'est la confession que la Maison-Blanche ne dispose pas d'antidote clair. Parallèlement, les sénateurs reçoivent un rapport confidentiel du Congrès budgétaire qui met en garde contre une possible hausse de 200 points de base du coût du financement si 40% des réserves mondiales sont diversifiées hors du dollar. Le document calcule, sans détour, que chaque famille américaine supporterait une augmentation annuelle d'au moins 2 500 $ d'intérêts indirects, traduits en hypothèques plus chères et cartes de crédit à taux prohibitifs. Pendant ce temps, dans le port de Durban, un cargo décharge des vracs payés en dirhams et en rand. C'est la première opération enregistrée sur le réseau pilote BRICS-Pay, signé par une banque de Johannesburg et une autre de Dubaï. Les conteneurs s'ouvrent et révèlent des bobines de cuivre chilien, des baskets vietnamiennes et des panneaux solaires chinois. Sur le pont de commandement, le capitaine inscrit le taux de change directement sur sa tablette sans convertir en dollars. À première vue, un détail minuscule, mais dans les salles de crise du département du commerce, cela résonne comme le premier tir d'une révolution. Le 10 juillet, New Delhi. La Banque de réserve de l'Inde publie une étude démontrant que les accords en monnaie locale avec les Émirats arabes unis ont réduit de 11% le coût moyen d'importation de pétrole. Le titre circule rapidement et enflamme les forums économiques. Si la deuxième nation la plus peuplée peut abaisser le coût de l'énergie sans utiliser le dollar, qu'est-ce qui empêche les autres de suivre la formule ? Le 12 juillet, Pretoria, les analystes de Standard Bank confirment que, seulement pendant le sommet, la nouvelle banque de développement a approuvé des projets pour l'équivalent de 2,3 milliards de dollars destinés à des routes en Éthiopie, des réseaux de fibres optiques au Nigeria et un barrage au Laos. Ce sont des chiffres modestes comparés au portefeuille de 350 milliards de la Banque mondiale, mais la clé est dans la politique de zéro conditionnalité. Aucun pays bénéficiaire n'a dû signer d'engagement d'austérité, de privatisation ou de réforme du travail imposé de l'extérieur. Les traders de matières premières, de l'autre côté de l'océan, ajustent leurs algorithmes. Ils devront ajouter de nouvelles colonnes pour des monnaies qui, jusqu'à hier, ne figuraient pas dans leur base de données. Juste avant la clôture, se produit la scène qui définit le sommet. Une journaliste demande au ministre des Affaires étrangères de l'Inde si le pays craint des représailles des États-Unis, en lui rappelant la menace d'un tarif douanier de 10%. Il répond calmement « Nous ne craignons pas, nous évaluons ». Puis il cite un chiffre, la dette publique américaine dépasse 35 000 milliards de dollars et chaque point de hausse sur ses obligations coûterait aux contribuables américains plus de 500 milliards en intérêts durant la prochaine décennie. Silence dans la salle de presse. La statistique tombe comme un projectile car ce n'est pas une prédiction, c'est une arithmétique implacable. À la dernière aube, les délégués signent la déclaration de Rio. Le texte exige une réforme de l'Organisation mondiale du commerce, défend la création de systèmes financiers alternatifs et proclame que le Sud global a le droit de déterminer son propre destin. À l'extérieur du bâtiment, les vendeurs ambulants célèbrent la pluie de devises apportées par le sommet, sans soupçonner que leurs billets fraîchement gagnés pourraient, dans un futur proche, appartenir à un écosystème où le dollar ne serait plus la référence. Le 7 juillet, de retour à Washington, Trump convoque une conférence de presse. Il annonce la création d'un fonds de réserve d'urgence destiné à protéger le dollar contre l'agression des BRICS. Mais les journalistes posent des questions sur le rapport technique du bloc et sur l'entrée de 30 nouveaux pays sur la liste d'attente, dont la Malaisie, la Thaïlande, le Nigeria et l'Algérie. Pour chaque question, Trump répond par la même phrase « Il y aura des conséquences, mais évite les détails ». Cette ambiguïté, c'est la confession que la Maison-Blanche ne dispose pas d'antidote clair. Parallèlement, les sénateurs reçoivent un rapport confidentiel du Congrès budgétaire qui met en garde contre une possible hausse de 200 points de base du coût du financement si 40% des réserves mondiales sont diversifiées hors du dollar. Le document calcule, sans détour, que chaque famille américaine supporterait une augmentation annuelle d'au moins 2 500 $ d'intérêts indirects, traduits en hypothèques plus chères et cartes de crédit à taux prohibitifs. Pendant ce temps, dans le port de Durban, un cargo décharge des vracs payés en dirhams et en rand. C'est la première opération enregistrée sur le réseau pilote BRICS-Pay, signé par une banque de Johannesburg et une autre de Dubaï. Les conteneurs s'ouvrent et révèlent des bobines de cuivre chilien,
des baskets vietnamiennes et des panneaux solaires chinois. Sur le pont de commandement, le capitaine inscrit le taux de change directement sur sa tablette sans convertir en dollars. À première vue, un détail minuscule, mais dans les salles de crise du département du commerce, cela résonne comme le premier tir d'une révolution. Le 10 juillet, New Delhi. La Banque de réserve de l'Inde publie une étude démontrant que les accords en monnaie locale avec les Émirats arabes unis ont réduit de 11% le coût moyen d'importation de pétrole. Le titre circule rapidement et enflamme les forums économiques. Si la deuxième nation la plus peuplée peut abaisser le coût de l'énergie sans utiliser le dollar, qu'est-ce qui empêche les autres de suivre la formule ? Le 12 juillet, Pretoria, les analystes de Standard Bank confirment que, seulement pendant le sommet, la nouvelle banque de développement a approuvé des projets pour l'équivalent de 2 milliards 300 millions de dollars destinés à des routes en Éthiopie, des réseaux de fibres optiques au Nigeria et un barrage au Laos. Ce sont des chiffres modestes comparés au portefeuille de 350 milliards de la Banque mondiale, mais la clé est dans la politique de zéro conditionnalité. Aucun pays bénéficiaire n'a dû signer d'engagement d'austérité, de privatisation ou de réforme du travail imposé de l'extérieur. Le 27 août, la tour de contrôle de l'aéroport international de Johannesburg signale une augmentation des vols privés en provenance des capitales asiatiques. Ce sont des banquiers qui négocient des fonds d'infrastructure dont le capital initial provient des Émirats et dont la garantie est l'or du Ghana. Le dollar n'apparaît pas dans l'équation. Un contrôleur aérien plaisante, même le vent souffle en rande. Le 1er septembre, le département d'État publie un communiqué condamnant le manque de transparence de BRICS-Pay. Cependant, l'agence Reuters révèle que la Banque des règlements internationaux a ouvert un groupe d'études pour, littéralement, surveiller les deux protocoles de sécurité et évaluer leur interopérabilité. La reconnaissance qu'ils peuvent interopérer est, en soi, un soutien à leur légitimité technique. 5 septembre. Une comparution devant le Congrès révèle que le service de la dette publique des États-Unis a augmenté de plus de 80 milliards de dollars au dernier trimestre en raison de la hausse des taux. Plusieurs membres du Congrès accusent la guerre commerciale trilatérale que Trump a lancée contre la Chine et l'Asie du Sud-Est. Le président répond que toute action a un prix, mais son porte-parole ne parvient pas à expliquer quel bénéfice concret a été obtenu. 12 septembre, le Premier ministre éthiopien se rend à Moscou et signe un accord pour la construction d'un train à grande vitesse entièrement financé par la nouvelle banque de développement. Le projet inclut des clauses de transfert technologique qu'Éthiopie n'a jamais obtenues de la Banque mondiale. Les journaux européens parlent de néocolonialisme chinois, mais à Addis Abeba, les habitants célèbrent la possibilité de réduire un voyage de 2 jours à 6 heures. 15 septembre. À Berlin, les ministres des Finances du G7 se réunissent pour coordonner une stratégie visant à freiner l'érosion des réserves dans leur banque centrale. Ils proposent d'émettre davantage de dettes libellées en euros et en yens, mais un analyste allemand reconnaît que le problème ne réside pas dans la monnaie, mais dans la structure même d'un système qui privilégie quelques-uns. Dans les couloirs, une voix résignée murmure « Peut-être est-ce notre tour d'être périphérique ». 21 septembre. La Malaisie, en tant que présidente de l'ASEAN, convoque un sommet à Kuala Lumpur. Elle doit équilibrer les tensions en mer de Chine méridionale et l'influence croissante des BRICS. La déclaration finale affirme que l'ASEAN n'est pas un théâtre de la guerre froide. Pourtant, 3 de ses membres négocient déjà leur adhésion pleine au bloc émeraude. 28 septembre. Une tempête solaire provoque des interférences dans les satellites de télécommunications. Le système SWIFT subit des retards de 2 heures dans les messages de confirmation. BRICS-Pay, basé sur des nœuds terrestres redondants, enregistre à peine un délai de 15 minutes. L'anecdote devient une munition de propagande. La résilience technologique du Sud global face à la vulnérabilité du système traditionnel. 2 octobre, une grande chaîne bancaire de Singapour annonce qu'elle offrira des comptes multidevises avec yuan, roupie et rouble, ainsi que dollars et euros. La campagne publicitaire parle de « liberté de choisir la monnaie de votre avenir ». En voyant l'annonce, un vétéran de la Réserve fédérale se souvient des slogans des années 1990 sur la liberté financière que seul le dollar pouvait offrir. L'histoire, comme toujours, réserve son ironie pour la fin. 10 octobre. À l'aéroport d'Atlanta, un cadre de Boeing lit sur sa tablette qu'Indonésie signera un accord avec la société chinoise Comac pour acheter son nouvel avion régional financé en roupies et yuan. Le cadre ferme les yeux un instant. Des spécialistes du commerce extérieur lui ont expliqué, il y a plusieurs mois, que les tarifs douaniers de Trump, pensés pour protéger les emplois, avaient essayé de transformer ses clients traditionnels en alliés du concurrent. 20 octobre, le président du Nigeria annonce qu'il utilisera le fonds de réserve BRICS pour stabiliser le Naira. Il déclare que son pays n'accepte
n'acceptera plus de prêts en dollars indexés à la réserve fédérale car chaque hausse des taux plonge les ménages nigérians dans la pauvreté. La BBC interviewe une femme à Lagos qui se réjouit de payer le riz en monnaie locale et ajoute que si le dollar s'apprécie, ce sera le problème d'un autre continent. 30 octobre. Une fuite depuis Bruxelles révèle que l'Union européenne étudie un mécanisme pour commercer le gaz algérien en euros avant qu'Algérie ne l'offre dans le panier BRICS. La nouvelle suscite la controverse parmi les États membres. Certains qualifient à la mesure de désespérée. Le vieux continent réagit, mais ne donne plus le tempo. 10 novembre. L'agence Standard & Poor's publie un rapport avertissant d'une possible dégradation de la note de la dette américaine si le rythme de dédollarisation continue à augmenter. Le Trésor répond que l'économie américaine reste la plus innovante au monde. Pourtant, ces mots ne freinent pas la spéculation. Une banque suisse vend des obligations à 10 ans et achète de l'or. 15 novembre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies débat d'une résolution sur les sanctions contre l'Iran. La Russie et la Chine opposent de leur veto. L'Inde et le Brésil s'abstiennent. Washington critique le manque de solidarité, mais l'ambassadeur indien cite les principes de la déclaration de Rio sur la souveraineté monétaire et rejette les sanctions extraterritoriales. Les caméras capturent le visage déconcerté du représentant américain. Pendant des décennies, seules la Russie et la Chine s'y opposaient. Aujourd'hui, le Sud global se range en bloc. 24 novembre. Buenos Aires signe un protocole d'accord avec la nouvelle banque de développement pour financer des réseaux électriques en échange d'exportation de lithium. Sur l'avenue Corrientes, les économistes débattent pour savoir si ce pas libérera le peso de sa dépendance historique au dollar. Un commentateur rappelle qu'on disait la même chose lors de l'apparition de l'euro. Mais cette fois, nuance-t-il, le parrain est le Sud global, pas l'Europe. 1er décembre, à la clôture de l'exercice fiscal américain, le Bureau du budget du Congrès confirme que le coût de la dette augmentera de près de 200 milliards par an. Il explique que les hausses des taux visaient à contenir une inflation alimentée, entre autres par la guerre tarifaire. Plusieurs membres du Congrès se demandent si le remède n'a pas coûté plus cher que la maladie. 5 décembre. Les couloirs de la Maison-Blanche sentent le nervosité. Trump convoque son équipe de sécurité nationale. On discute la possibilité d'un accord secret avec l'Inde pour freiner l'expansion des BRICS en offrant un accès préférentiel au marché des semi-conducteurs. Mais le ministre des Affaires étrangères indien a déjà déclaré que l'indépendance n'a pas de prix. L'accord meurt avant même de naître. 18 décembre, BRICS-Pay célèbre le fait qu'en seulement 5 mois, il a traité 2% de toutes les transactions entre ses membres. Cela semble peu, mais les experts savent que l'effet réseau croît de manière géométrique. Un ancien directeur de Visa admet que le système pourrait atteindre 10% d'ici 2027, un coup direct au cœur de l'hégémonie financière numérique. 26 décembre, une tempête parfaite de gros titres secoue la presse. L'Afrique du Sud annonce qu'elle exportera du palladium au Brésil en réaux, l'Égypte vend du coton à l'Inde en roupies et le Nigeria achète des drones turcs en livres turcs. 3 transactions, 3 devises, 0 $. Dans les émissions d'opinion, l'animateur répète la question qui résonne depuis le début de l'année. Assistons-nous au déclin de la monnaie impériale ? 31 décembre. L'horloge de Times Square marque les dernières secondes, les lumières scintillent, les confettis tombent, mais le compte à rebours qui importe vraiment n'est pas celui de la nouvelle année. Sur les écrans de Reuters défile un ticker silencieux. La part du dollar dans les réserves mondiales termine l'année sous les 58%, le niveau le plus bas depuis 3 décennies. Ce n'est pas un effondrement, c'est une descente obstinée et persistante, comme la marée qui, sans bruit, dévore la plage. Le monde s'éveille en janvier 2026 avec la certitude que le plateau a tourné de quelques degrés irréversibles. Le Sud global ne quémande plus une place, il l'occupe. Le dollar est toujours vivant, mais son aura d'omnipotence a subi la première fissure structurelle depuis Bretton Woods. Dans les gratte-ciel de Manhattan s'allument des lumières d'alerte, tandis qu'à Jakarta, Lagos et Rio, on débouche les bouteilles pour célébrer. Ainsi se conclut ce voyage à travers une année qui a semé les graines d'un nouvel ordre. Si ce récit vous a révélé ce que beaucoup préfèrent taire, soutenez-nous avec un j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble le futur qui bat déjà sous la surface.